Je suis ravie de retrouver les collègues du Café politique. François Gravel, éditorialiste, chef de contenu à l'Acadie Nouvelle, en direct de Caraquette. Bonjour, François. Bonjour Martine, je suis pas trop ce qui se passe dans les magasins. Vendredi fou Ouais. aujourd'hui, c'est bien ça. J'ai raté le mémo. C'est-tu le vendredi fou au café politique Ah, aussi? pourquoi pas? Est-ce qu'on change de place? Jacques à la réalisation, moi à l'animation peut-être. Et vous, Martine, on vous laisse les cafés peut-être à la Ah, fin du pourquoi segment? pas? Je prends tous les cafés. Ou alors on fait 2 pour 1 pour les cafés. Ça se peut Oh, aussi, qu'on fasse une moitié prix, qui sait. Bonjour, Jacques Poitras à Fredericton, notre collègue de CBC. Ça va bien? Oui, ça va bien. Et je veux dire bonjour à tout le monde à Restigouche, où j'étais cette semaine pour le lancement du nouveau bureau de CBC en anglais, notre nouveau journaliste Honorine dans la région. Oui. J'ai rencontré beaucoup de monde qui nous écoute Tant au Café mieux. politique. Salutations, auditeurs du Restigouche qui vous joignez à nous pour le café. On va commencer avec un premier sujet. On se verse une petite tasse de café pour parler des débranchements hivernaux. Et je vais commencer avec vous. Oui, merci, on brasse la tasse. Je commence avec vous à Fredericton, Jacques, parce que, est-ce que j'ai bien vu? On est convoqué pour un point de presse portant sur les débranchements hivernaux cet après-midi? Absolument, à 2 heures l'après-midi. Alors, on va savoir ce que Énergie Nouveau-Brunswick a à dire sur le sujet. C'est une situation un peu difficile pour la Société de la Couronne qui est supposée d'agir comme une entreprise, livrer un service, envoyer des factures c'est peut-être le gouvernement qui doit régler des situations comme ça, où les gens ne sont pas capables de payer, où on peut pas ramasser leurs factures. Mais je pense, avec la longue histoire d'ingérence politique dans Énergie Nouveau-Brunswick, je pense que la population attend que cette Société de la Couronne s'occupe des questions sociaux ou politiques comme celui-ci. On entend qu'ils agissent d'une façon ou l'autre pour régler ça quand... Je pense que c'est vraiment le gouvernement qui doit s'en occuper. Selon le ministre Legacy, c'est très rare, ces débranchements-là, que Énergie Nouveau-Brunswick essaie plusieurs fois de contacter les consommateurs. On envoie quelqu'un pour cogner à la porte. J'avais l'impression du ministre qu'il pense aussi que c'est, disons pas acceptable, mais que c'est normal qu'on fait comme ça et faut trouver une autre façon d'aider ces gens-là. Mais on verra cet après-midi qu'est-ce qu'ils vont avoir à dire. Oui, c'est intriguant. François, ça a collé quand même, hein? C'est revenu beaucoup à l'Assemblée législative, ça, le pourquoi il y a des personnes qui se font débrancher en plein hiver. Est-ce qu'on doit continuer cette pratique-là? Ça a collé politiquement parlant. oui, et je pense qu'une des raisons, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui étaient sous l'impression, en fait, qu'il existait déjà une politique de non-débranchement pendant les mois d'hiver, comme on retrouve au Québec. Hein. Quoique Énergie Nouveau-Brunswick nous dit que, bon, elle n'effectue pas de débranchement quand il y a certains événements météo. Là, elle ne va pas tirer la plug, par exemple, dans les jours précédents une tempête de neige ou pendant une vague de froid là, particulièrement intense. Mais des débranchements en décembre, janvier, février, là, ça arrive assez régulièrement. C'est intéressant qu'il va se produire quelque chose aujourd'hui parce que le ministre de l'Énergie, René Lagacé, ne semble pas particulièrement ouvert à cette idée-là là, d'imposer une nouvelle politique. Hein. Son point, lui, c'était que si une personne cesse de payer son électricité pendant les mois d'hiver, quelles sont les chances que cette personne-là recommence à le faire au printemps et qu'elle rembourse ensuite la dette accumulée? Il y a cette crainte-là d'abus qui semble exister autant au sein du gouvernement là, que chez Énergie NB. Dans le fond, tout le monde est prêt à faire preuve d'empathie envers, je vais citer l'exemple que Chris Austin nous a proposé, là, cette mère monoparentale avec 5 enfants qui s'est présentée à son bureau en disant qu'elle s'était fait couper l'électricité au mois de janvier. Mais ce qui inquiète Énergie NB, c'est pas cette personne-là, ce sont d'autres gens, ceux qui pourraient vouloir profiter de ces périodes-là, de moratoire. Là. Et ça date d'il y a longtemps. J'ai écrit un éditorial, moi, récemment, dans l'Acadie Nouvelle, et en faisant ma recherche, je suis tombé sur une interview qui datait d'il y a 25 ans, en l'an 2000. Jeannot Volpe, qui était ministre de l'Énergie de Bernard Lord. Wow, et l'autre qui disait, époque.
Et voilà, et je le cite, j'ouvre les guillemets, là, il disait, M. Volpe qui n'avait pas la langue dans sa poche, hein, je peux te dire d'avance qu'il y aurait des milliers de personnes qui ne paieraient pas leur facture durant l'hiver et qu'au printemps, ils déménageraient. Alors, cette inquiétude existe depuis longtemps. C'est ce qui explique qu'il n'y a pas encore de politique qui a été déposée et on va voir si ça va changer aujourd'hui. On n'invente rien finalement, hein? Même dans l'actualité. On passe au... C'est une roue qui tourne. C'est une roue qui tourne, vous l'avez bien dit. Passons au prochain sujet. Alors, c'est un sujet qui revient dans l'actualité. Je retourne vers vous, Jacques, étant donné cette mission que s'est donnée le gouvernement fédéral de lancer de grands projets de portée nationale. Parce que la mine Sisson, bon, il y a déjà eu de mise en branle tout ce que ça prend pour se dire est-ce qu'on va exploiter cette mine-là un jour. Plusieurs conditions avaient été mises de l'avant pour y arriver. Puis il y en a plusieurs, force est de constater, qui ne sont pas remplies encore, Jacques. En fait, toutes les conditions n'ont pas été remplies. Aucune entière. Il y a plusieurs où il y a des sous-sections 23A, B, C, et certains ont été remplis, mais chaque condition n'est pas encore entièrement respectée. Alors, et c'est pas des petites conditions là, remplies des formulaires. C'est développer un plan d'urgence, faire des modèles d'une fuite catastrophique et un plan de réaction. Alors, c'est beaucoup et c'est important. Et beaucoup de monde demande pourquoi on parle tellement de cette mine comme on le prend par acquis que ça va avoir lieu quand ces conditions ne sont pas remplies. C'est une très bonne question. On sait que à cause des prix des minéraux, il y a un manque d'investisseurs dans le projet. Alors peut-être cette manque d'argent et pourquoi et peut-être les conditions coûtent très cher à remplir. Peut-être ça rend la vie difficile pour satisfaire les conditions. Est-ce que la confiance que le gouvernement Carney a démontrée dans le projet va rendre la vie plus facile pour remplir ces conditions? Peut-être. Mais ils sont très importants. On sait que les chefs autochtones, les chefs Wolastoqey, qui ont signé une attente d'accommodement en 2017, ont dit, après l'annonce du gouvernement Carney, que pour eux, la ligne rouge, c'est que ces conditions-là doivent être respectées. Alors, c'est pas difficile d'imaginer une situation où ce consensus politique en faveur de cette mine commence à devenir de plus en plus fragile. Je me demande si ce projet sera le nouveau grand conflit politique dans la province pour les politiciens et les autres intervenants. Vraiment. Vous l'aurez entendu au Café politique. Et je vous écoute, et François, sur la mine Sisson, mais aussi sur tous ces autres projets là, où on dit on veut accélérer, aller de l'avant. En 2025, est-ce qu'on peut encore faire ça? C'est une question qui se pose aussi, là. Oui, et en fait, c'est la question dans ce cas-ci, à savoir, est-ce que le gouvernement Carney va passer outre à ces 40 conditions-là non respectées? Parce qu'on vient de le voir cette semaine dans l'entente avec les oléoducs, avec l'Alberta. Mark Carney n'a pas peur de supprimer des obstacles environnementaux pour faire avancer des projets qui lui tiennent à cœur. Alors, je me demande si c'est ce qui va se produire avec la mine Sisson. Est-ce que les 40 conditions environnementales non respectées depuis 10 ans vont finir par l'être? Ou est-ce que là aussi, le gouvernement Carney va déterminer que ce qui est le plus important, c'est que l'entreprise minière est un projet d'importance nationale? Le ministre provincial, Gilles Lepage, nous a dit, lui, les conditions sont encore valides, elles vont être respectées et en tenant compte des mesures environnementales, des normes environnementales d'aujourd'hui, pas d'il y a 10 ou 15 ans. Mais on ne sait pas, par contre, ce que va faire Ottawa. Et l'autre enjeu, évidemment, et Jacques l'a évoqué aussi, c'est le prix des minéraux. Je ne connais pas grand-chose, moi, en matière de tungstène et de molybdène. Bon, ce sont les deux minéraux critiques qu'on va extraire de la mine. Mais j'ai assez vu souvent des mines ouvrir et fermer et rouvrir et refermer pour savoir que ce qui compte le plus, Martine, c'est le prix du minerai. Quand le prix est à la hausse, aucun obstacle, aucune condition n'est trop grande. Quand il baisse en bas d'un certain seuil,
plus rien ne va. Et pour l'instant, c'est le principal obstacle. Dans son entrevue avec Pierre Poilievre, Jacques a posé la question à M. Poilievre. Il n'a jamais répondu. Il avait plusieurs réponses, mais rien en lien direct avec le principal problème de cette mine-là, c'est-à-dire le prix du minerai. Ah, c'est intéressant. OK, passons au troisième sujet. Puis, je vais rester avec vous, François. Alors, une politique sur les accommodements religieux dans les écoles du district scolaire francophone sud. Une première au Nouveau-Brunswick. Vraiment, c'est un cadre que souhaite mettre de l'avant le bureau du district scolaire francophone sud. Qu'est-ce que vous avez vu là-dedans? La première chose que je remarque, d'ailleurs, c'est que le gouvernement provincial, lui, ne s'en mêle pas. Et c'est la bonne décision, je crois, de laisser les districts scolaires gérer l'enjeu. Pour le moment, en tout cas, on verra un jour là, si ça devient important d'avoir une politique provinciale. Par exemple, si on voit que les districts n'ont pas les outils là, pour bien gérer ces demandes, on verra le cadre que se donne le district scolaire francophone sud. Peut-être que ça va bien fonctionner, peut-être que non. Là. Mais en attendant, on voit ce qui se passe au Québec cette semaine en particulier. Le gouvernement qui vient d'annoncer un projet de loi très controversé qui vise à interdire les prières dans les lieux publics, qui interdit le port des signes religieux dans les écoles, interdiction d'offrir le régime alimentaire fondé sur un précepte religieux comme la nourriture halal. Ça nous rappelle une petite controverse qui a lieu dans les écoles du Sud-Est. Bon, le gouvernement Holt n'a pas choisi cette voie, lui. Il fait le calcul que chaque district scolaire, chaque école, chaque région a une situation différente. Dans les écoles de la région de Moncton, on a des classes plus multiculturelles. Les demandes d'accommodement sont nombreuses. Ce ne seront plus maintenant les écoles qui vont les gérer au cas par cas. Ce sera le district scolaire en s'appuyant sur une politique. Donc, dans le Nord, on en ressent moins ce besoin-là. Là aussi, les élèves de l'immigration sont de plus en plus nombreux, mais la pression des accommodements n'est pas la même. Alors, pour revenir au district sud, le défi, je crois, ça va vraiment être de trouver l'équilibre. Et c'est prévu, d'ailleurs, dans la politique. L'école doit faire un effort pour accommoder, mais le demandeur aussi doit faire un effort pour que l'accommodement ne cause pas de contraintes excessives. On imagine tout de suite une école à pleine capacité. Est-ce qu'on peut libérer une classe pour une salle de prière? Peut-être pas. Alors, je trouve ça intéressant comme approche. Absolument. Jacques, qu'en avez-vous pensé? Ben, c'est vraiment délicat et compliqué. Pour respecter la diversité religieuse et l'égalité, on peut permettre toute expression religieuse ou on peut interdire toute expression religieuse, comme on fait au Québec. Et je me demande si les solutions au Québec sont vraiment la bonne voie. Le mot accommodement est intéressant dans ce contexte parce que on sait dans cette politique de francophone sud que l'école peut refuser d'accommoder certaines demandes. On peut imaginer éventuellement que quelqu'un pourrait aller en cours avec une révision judiciaire pour voir si ce refus-là respectaient leurs droits. Balancer les droits, là, nous avons une longue histoire là, au Nouveau-Brunswick de balancer des droits et de respecter les droits. Mais le mot accommodement, je me souviens dans la décision Beaulac du juge Bachetarache au Cour suprême, quand il parlait de l'égalité des deux communautés linguistiques, il disait que c'est pas une question d'accommodement, c'est une question d'égalité réelle. Maintenant, l'affaire était la Constitution, les communautés linguistiques, mais on peut poser la question, est-ce qu'un accommodement est assez? Est-ce que ça respecte une égalité réelle si quelqu'un veut prier dans l'école et il n'y a pas assez de place? Qu'est-ce qu'on doit faire? Alors, ça va être un défi sérieux pour les districts scolaires, mais je pense avec notre histoire au Nouveau-Brunswick, avec deux communautés qui doivent s'entendre souvent, qu'on peut être optimiste qu'une solution peut être trouvée. Bien, on suivra ça, c'est sûr. Passons donc au café, chers amis. En ce vendredi fou, on les fera 2 pour 1. Tiens, je vais commencer avec vous, Fredericton. Mon cher Jacques, vers qui vont vos cafés cette semaine? Ben, j'ai un café sucré pour Susan Holt qui va savoir aujourd'hui, probablement, de la Commission de l'énergie, si le Carbon Adjuster, cette frais de 8 sous sur l'essence, va être remplacé par une autre formule qui va aussi passer les coûts aux consommateurs. C'était un engagement électoral. Et si on le remplace et si le prix d'essence ne baisse pas lundi comme prévu, la première ministre va être accusée de ne pas respecter ses engagements, mais c'est vraiment la Commission de l'énergie qui doit décider et ils ont dit qu'ils vont
ils vont dire quelque chose aujourd'hui. Oui. Aussi, un café sucré pour Steve Outhouse, qui a géré la campagne PC de Blaine Higgs l'année passée et qui se trouve maintenant gérant de campagne pour P.A. Poilievre dans les prochaines élections fédérales. Monsieur Outhouse a perdu ici, mais il a gagné à Terre-Neuve et Labrador cette année. Il a peut-être appris des leçons de la campagne au Nouveau-Brunswick et on va voir comment il va appliquer ces leçons-là au niveau fédéral. Merci beaucoup, Jacques. François, vos cafés. Très intéressant concernant M. Outhouse, Ouais. qui est vu comme un grand stratège politique quand il remporte les élections. Mais quand il les perd au Nouveau-Brunswick, j'entendais, je crois que c'est Mike Dawson, le député fédéral conservateur, qui disait « Ah, c'est Blaine Higgs qui faisait à sa tête. » Donc, M. Outhouse a le crédit quand il triomphe, mais pas quand il y a des défaites. Très mauvaise campagne des conservateurs. D'ailleurs, c'était pas très bien organisé. Les cafés, donc, pour le Vendredi fou, les premiers, bien sûr, au ministre du patrimoine canadien, Stephen Guilbeault, qui a remis sa démission hier soir à la suite de l'annonce de l'entente entre le gouvernement Carney et l'Alberta à propos des oléoducs. Sans penser spécifiquement à M. Guilbeault, je réfléchissais cette semaine au fait que c'est étonnant qu'il n'y a pas plus de tiraillage que ça chez les libéraux, avec le parti qui était très à gauche sous Justin Trudeau, y compris sur la question environnementale, avec la tarification sur le carbone, et qui a effectué un énorme virage, beaucoup plus à droite maintenant, avec Mark Carney, qui met de côté des mesures qui étaient si importantes dans les 10 dernières années pour ce parti, et qui soudainement sont balayées du revers de la main. On a eu la réponse avec M. Guilbeault. C'est pas tout le monde qui l'accepte. Il a décidé que dans ces circonstances, il ne peut plus être ministre. C'est pas un secret pour personne que M. Guilbeault était là beaucoup pour la raison de ses convictions environnementales. Elles sont toujours aussi fortes. Il a décidé que son devoir de loyauté envers le premier ministre était moins grand que ses convictions environnementales. Et je suis curieux de voir si d'autres ministres ont des convictions environnementales aussi fortes. Et un autre, toujours dans la catégorie du vendredi fou, donc des produits qui vont bien se vendre, possiblement, le vin en Nouvelle-Écosse, et plus particulièrement le vin américain. La Nouvelle-Écosse est aux prises avec des millions de dollars de stock de vin qu'elle a retiré des tablettes à la suite de la guerre commerciale de Donald Trump. La décision a été prise de vendre les stocks restants. Le Nouveau-Brunswick a pris la même décision aussi. Mais en Nouvelle-Écosse, des profits vont être versés à des œuvres caritatives. Et la Nouvelle-Écosse pense qu'une fois les dépenses déduites, la vente va rapporter au moins 4 millions de dollars qui vont être versés à des organismes comme Feed Nova Scotia. Et une idée que je verrais bien être importée au Nouveau-Brunswick parce que ces produits, même en vente, ne se vendent pas bien parce que beaucoup de gens boycottent les produits, les vins américains. Mais si c'est pour la bonne cause. Hein? Et voilà, peut-être qu'on pourrait faire un petit sacrifice pour et prendre du vin américain. Ah, C'est la stratégie vécue par la Nouvelle-Écosse. Écoutez, on peut se dire à la bonne vôtre avec un verre de vin ou un café au Café Politique. Tout ça se peut. Je vous souhaite une très belle fin de semaine à tous les deux. On se retrouve vendredi prochain. Merci. 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 C'était Jacques Poitras et François Gravel.